Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois d'avril. Et j'ai donc 6 romans et 5 titres graphiques à vous présenter, donc comme ça fait pas mal de choses, on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord un livre audio avec Peindre la pluie en couleurs par Aurélie Tramier. C'est un titre que j'ai lu dans le cadre du prix Audiolib dont je suis jury cette année, c'était donc l'un des 10 titres en sélection. Je dois dire que c'était pas forcément celui qui m'intéressait le plus parce que j'avais peur du côté un petit peu trop feel good, et effectivement au démarrage de ma lecture je dois dire que j'ai un peu levé les yeux au ciel, mais que finalement ça reste quand même un récit qui a su me prendre aux tripes, qui a su faire chavirer mon cœur parce qu'il y avait quand même des éléments vraiment très mignons, très bien faits, très touchants et très tendres dans l'intérieur de ce récit-là. Pour ce qui est du résumé, on va suivre l'histoire de Morgane. Morgane, c'est une jeune femme qui a son travail, elle est directrice dans une crèche, et puis voilà, elle a sa petite vie assez rangée, elle vit avec son chien, elle n'a pas d'histoire d'amour, elle n'a pas d'enfant, et ça l'intéresse pas trop, elle vit un petit peu en ermite, elle n'est pas forcément hyper appréciée de ses collègues, enfin voilà, elle a une vie assez solitaire. Sa sœur, c'est un peu tout l'inverse, et sa sœur a donc 2 enfants qui s'appellent Elliot et Léa. Sauf que sa sœur et son mari vont décéder dans un accident de voiture et que cette dernière va décider de léguer ses enfants à Morgane, qui ne comprend pas très bien ce choix. Et en plus de ça, la grand-mère, donc la mère des 2 sœurs, qui s'appelle Kat, donc Catherine, elle est bien décidée à ce que les enfants viennent vivre avec elle dans le sud de la France. Donc voilà, du coup on a un peu toute l'histoire de cette famille et puis on va comprendre petit à petit quels sont les secrets qui animent cette famille. Le tout est raconté avec 2 points de vue et du coup on a 2 lecteurs audio différents pour la version audio. D'un côté on a donc le point de vue de Morgane, la tante qui se retrouve à devoir éduquer et aimer et rassurer et accompagner finalement son neveu et sa nièce qu'elle ne connaît pas vraiment, elle n'a jamais eu d'enfant à sa charge. Et puis l'autre point de vue qu'on a, c'est celui d'Elliot. Elliot, il est assez perturbé par tout ce qui va se passer forcément, et on voit que lui, il a un peu de mal à reprendre sa vie, à continuer sa vie, à appréhender tous les différents changements que ça implique, etc. C'est un récit du coup que j'ai trouvé quand même assez touchant. Je dois dire qu'effectivement il y a certains éléments qui m'ont un peu fait lever les yeux au ciel, un peu grincer des dents également, certaines choses, certaines petites remarques que je trouvais pas forcément très progressistes. Mais au bout d'un moment il faut quand même dire que la magie opère et que l'histoire entre cette tante et son neveu et sa nièce est quand même très touchante. Donc voilà, j'ai passé plutôt un bon moment avec cette lecture, c'est pas ma préférée de la sélection, mais voilà, ça a quand même plutôt bien fonctionné avec moi. Ensuite, je me suis lancée dans Nos armes par Marion Brunet. C'est un titre dont je vous avais parlé puisque j'attendais avec impatience sa sortie. Et c'est donc un roman contemporain qui est publié chez Albin Michel. Marion Brunet, elle est connue au départ pour ses romans jeunesse. Elle publiait au départ chez Sarbacane et puis maintenant chez Pocket Jeunesse. Et c'est une autrice dont j'aime vraiment beaucoup les récits, donc j'avais hâte de découvrir celui-ci. Et il me semble que c'est du coup son 3e qu'elle sort pour le coup en collection adulte. Dans ce récit-là, on va suivre l'histoire de 2 jeunes femmes qui entretiennent une liaison et qui font partie d'un grand groupe d'amis autour des années 90. D'un côté, on a Mano et de l'autre, on a Axel. Et ces 2 jeunes femmes vivent dans tout ce tourbillon-là et puis elles vont, avec leur groupe d'amis, commettre un premier braquage qui au départ est un braquage qui est une vengeance auprès d'un patron de Mano, si je dis pas de bêtises. Et puis un petit peu enivré dans tout ça, le groupe va décider de se lancer ensuite dans un 2e braquage, et pour le coup dans le braquage d'une banque. C'est des jeunes qui sont très idéalistes, qui ont plein de grandes idées, etc., qui veulent reverser cet argent à la cause, sauf que le braquage va mal tourner et que les policiers vont intervenir. Axel va se faire arrêter avec 2 autres de leurs amis. Et Mano, elle, elle va rester libre et elle va du coup être celle qui reste dehors, celle qui attend en dehors de la prison pendant des années et des années. Et en parallèle de ça, on va suivre Axel qui elle est donc emprisonnée avec une peine d'une 20aine ou 30aine d'années, quelque chose comme ça. On va vraiment suivre toute leur histoire. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment touchant, c'est des personnages qu'on apprend beaucoup à apprécier. Et c'est vrai que c'est des personnages qui sont très engagés, qui sont très militants. Dans l'ensemble, c'est un récit pour ma part que j'ai beaucoup apprécié. Ce qui est très intéressant également, c'est que la temporalité est pas du tout lisse. C'est une temporalité qui fait pas mal de bonds en arrière. Et puis même quand on suit Mano qui est dehors et Axel qui est en prison, leur temporalité se répondent pas, enfin les 2 vont pas se passer la même année, etc. Et du coup ça amène un petit plot twist sur la fin que je n'avais pas vu venir et qui m'a vraiment eu. Si c'est des thématiques qui vous intéressent, si vous appréciez Marion Brunet en jeunesse, je vous invite fortement à découvrir celui-ci. Ensuite j'ai lu Girls Bazaar par Ruchira Gupta qui est publié aux éditions Slalom. C'est un titre dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, donc le vlog que j'avais sorti puisque je l'ai lu sur ce vlog là.
On est donc ici sur un roman contemporain qui se passe en Inde et c'est un roman à destination jeunes adultes. Dans ce récit-là, on va suivre l'histoire de Hira, c'est une jeune fille qui fait partie de la caste des Nats. Et les Nats en Inde, c'est une caste qui est vraiment très en bas de l'échelle sociale. C'est une ancienne caste de nomades qui a été forcée à se poser quelque part au moment de la colonisation, sauf que comme c'était une caste de nomades, ils n'étaient pas propriétaires terriens et du coup ils sont vus comme étant vraiment des parias. C'est une caste qui est donc très pauvre, qui vit dans des bidonvilles et pour les femmes particulièrement issues de cette caste-là, il n'y a pas 36 000 options. En gros, soit elles se marient, soit elles se prostituent. Et elles se prostituent à l'arrière des cases des bidonvilles, à l'arrière des maisons des bidonvilles. C'est vraiment quelque chose qui est hyper institutionnalisé, il y a tout un gang autour, etc. Le personnage de Hira, du coup, c'est une adolescente et clairement la menace de devoir se prostituer commence de plus en plus à être présent au-dessus de sa tête. Ses parents essayent de l'aider, particulièrement sa mère, mais voilà, c'est vraiment compliqué. Et alors qu'elle est virée de son école, de son collège pour s'être battue, elle va se retrouver finalement à commencer le kung-fu et on va voir à quel point le kung-fu ça va être ce qui va la sauver. Ça va lui amener non seulement de nouvelles perspectives mais également une nouvelle manière de se défendre et également de se défendre mentalement, pas seulement avec la force physique. C'est un récit qui est très chouette et puis sous couvert de ce récit-là qui déjà parle de tout ça, en fait c'est un récit qui va parler plus largement du trafic d'êtres humains, de la prostitution, de l'esclavage sexuel, etc. à travers les pays et à travers les continents. Et c'est vraiment un récit que j'ai trouvé très intéressant. En finissant le récit, en arrivant à la note de l'autrice, en fait j'ai découvert que Ruchira Gupta c'est une journaliste et elle a fait un documentaire qui se passe justement dans ces bidonvilles et qui explique le sort de ces jeunes filles. Et puis elle a ensuite abandonné son métier de journaliste pour fonder une ONG et aider ces jeunes filles et notamment les aider à travers le kung-fu. Donc finalement ce récit-là, qui est un récit de fiction avec des personnages inventés, c'est vraiment un récit qui est proche du quotidien qu'elle vit, du quotidien des jeunes filles qu'elle aide, etc. Et ça rend le récit d'autant plus fort et d'autant plus poignant. Donc vraiment c'est un titre que je vous recommande très chaudement si vous voulez en découvrir un peu plus sur tout ça et sur l'Inde. Donc après c'est vrai que cette couverture est très colorée et laisse présager un récit assez joyeux. Bon, pas forcément. C'est un récit effectivement avec des choses qui sont très lumineuses à l'intérieur, mais c'est quand même un récit voilà, qui parle de choses qui sont très sombres également. Durant le même week-end d'Amil, j'avais également lu le récit qui s'appelle Marie Curie, la femme de science, qui est donc une petite biographie autour de la vie de Marie Curie. C'est une biographie dans laquelle on la découvre au départ alors qu'elle est enfant en Pologne avec sa famille, et puis de l'autre côté on suit les débuts de carrière de son futur mari Pierre Curie, puis ensuite leur rencontre à Paris et comment est-ce qu'ils vont travailler ensemble, notamment sur la radioactivité, les difficultés qu'ils vont avoir à trouver des financements, comment est-ce qu'ils vont essayer de s'en sortir pour aller au bout de leurs idées, comment le prix Nobel va ensuite vouloir récompenser seulement Pierre et que lui va insister pour que le prix soit remis à leurs deux noms, étant donné qu'ils ont travaillé ensemble sur tout ça. Donc voilà, c'est un récit qui parle de tout ça. C'est vrai que j'en attendais peut-être un petit peu plus, parce que c'est écrit par Sylvie Bossier, qui est une autrice que j'apprécie beaucoup pour ses réécritures autour de la mythologie grecque, également publiée chez Scrinéo. Et puis c'est vrai que j'attendais également, dans cette collection-là, il y a souvent des cahiers pédagogiques à la fin pour expliquer un petit peu tout. En l'occurrence, ça aurait mérité d'expliquer un petit peu plus aussi bien la radioactivité que le contexte d'invasion de la Pologne, par exemple, dans lequel Maria grandit et qui explique le fait qu'elle grandisse dans une grande pauvreté. Donc voilà, du coup c'était un récit qui était plutôt intéressant, mais c'est vrai que je pense que j'en attendais encore un petit peu plus. Ensuite, j'ai écouté Fourth Wing de Rebecca Yarros. Je l'ai écouté en livre audio, le livre audio est vraiment très long, il fait 22h30, donc accrochez-vous si vous comptez le lire. Mais en papier, il fait quelque chose comme 650 pages, donc voilà, c'est très long aussi. C'est un récit que j'ai plutôt bien apprécié, dans lequel je vois pas mal de qualités, je comprends pourquoi c'est un livre qui fait autant parler de lui, même si, clairement, il y a quand même de gros défauts dans ce récit-là. On est donc sur un récit de fantasy à destination new adulte, puisque globalement ça pourrait être sans problème du young adulte dans toutes les thématiques dont ça parle, sauf qu'il y a quelques scènes épicées, assez olé olé sur la fin du récit, qui n'apportent pas forcément quelque chose de hyper intéressant dans le sens où ça aurait pu être un peu plus suggéré, avec un peu plus de fondu au noir, mais non, c'est décrit de manière assez précise. Dans ce récit-là, on va donc suivre l'histoire de Violette. Violette, c'est la fille d'une grande générale de guerre dans un monde qui est assez compliqué, dans lequel il y a eu une grande rébellion,
et du coup tout essaye un petit peu de se reconstruire. Dans ce monde-là, on choisit sa caste et globalement, si on choisit d'être guérisseur ou scribe ou quoi que ce soit, tout se passe bien. Par contre, si on choisit d'être dragonnier, on entre à l'école de dragonnier et là, on a de grandes chances de ne jamais en ressortir et de mourir, enfin d'en ressortir avec les pieds devant. Puisque c'est une école qui est très compliquée, dès l'examen d'entrée, il y a de très nombreuses personnes qui décèdent et puis au cours de la formation également, c'est vraiment très violent et voilà, là-bas, tous les coups sont permis. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Violette avait très envie de devenir scribe, sauf que sa mère ne va pas lui laisser le choix et va décider de l'envoyer dans l'école de dragonnier. Elle essaye donc de s'en sortir comme elle peut, mais elle n'a pas du tout eu l'entraînement qui était adapté. Par contre, c'est quelqu'un qui est très stratège, qui a beaucoup appris et qui du coup va utiliser ses connaissances dans cette nouvelle voie qui s'impose à elle. C'est un récit qui est plutôt intéressant, j'aime vraiment bien toute la construction de l'univers, je trouve que l'univers est vraiment très riche. En plus de ça, donc c'est forcément une école de dragonnier, donc il y a des dragons qui vont apparaître. Et les dragons sont vraiment super cool, et j'aime beaucoup les dragons qui apparaissent dans le récit. D'ailleurs, je m'attendais à ce que le premier tome de Force Wing se concentre vraiment que sur la partie académique, mais en fait non. À peu près au milieu du récit, il y a le battage, qui est donc la grande épreuve durant laquelle les dragonniers se lient avec leurs dragons. Et c'est vrai qu'à partir de là, le récit devient quand même vraiment plus prenant et vraiment plus intéressant. Parce que tout le début, je dois dire que j'étais quand même pas hyper passionnée par ce que je lisais. Je trouve que le début est très lent, que ça prend vraiment son temps. Et quand je dis début, c'est peut-être au moins un bon tiers, donc ça représente peut-être 7-8 heures d'écoute pendant lesquelles je me disais bon, je pourrais arrêter là, ça me ferait ni chaud ni froid. Quand on continue, c'est vrai qu'on a un peu plus envie de savoir ce qui va leur arriver. Et puis donc c'est un récit avec une forte romance à l'intérieur, et c'est une romance enemies to lovers, puisque Violette va s'enticher de Xaden, qui est le fils du général qui a mené la rébellion contre l'armée qui est dirigée par la mère de Violette. Donc ce sont des personnes qui sont amenées à se détester. J'aime bien la manière dont ils sont forcés à se rapprocher, je trouve que pour une fois c'est assez intelligent et ça change un petit peu d'habitude. Par contre il y a vraiment le côté où elle le trouve très dangereux mais en même temps complètement irrésistible, qu'elle fond devant lui et encore plus quand il enlève son t-shirt pour s'entraîner au combat. Bon voilà, toute cette partie là je dois dire que j'ai un peu levé les yeux au ciel et que ça m'a pas plus intéressé que ça. Je trouve pas que le personnage de Xaden soit super intéressant et je trouve que le personnage de Violette, qui est un personnage assez intéressant en tant que tel, se ramollit un peu au contact de Xaden. Elle devient un peu la pauvre petite chose qu'il faut protéger, alors que je pense qu'elle a clairement de quoi faire toute seule, que ce soit par les pouvoirs qu'elle va développer ou juste par ses compétences et ses connaissances. Le tome 2 est prévu là juste pour le mois de juin, je crois, il arrive très bientôt, et en audio également. J'ai vu des retours sur le tome 2 qui étaient un peu partagés et j'en suis assez déçue parce que c'est vrai que vu la fin du tome 1, on pourrait s'attendre à un tome 2 qui soit beaucoup plus politique, avec des gros enjeux, etc., qui serait super intéressant, mais apparemment le tome 2 se centre beaucoup sur la romance et du coup je pense que ça va être un petit peu agaçant. Comme je disais, du coup c'est un récit pour lequel clairement je vois des qualités, mais il y a également des défauts, certaines choses qui sont trop clichés, la romance qui sert pas à grand chose, les scènes olé olé qui servent à rien, et puis voilà, un côté quand même trop lent au démarrage, mais à côté de ça, voilà, il y a quand même des choses positives, donc je comprends que ce soit un récit qui ait eu ce succès. Pour terminer avec les romans, on va rester dans de la fantasy avec le tome 2 de Vaisseau d'Arcane par Adrien Thomas. Ce tome 2 s'appelle L'Empire des Abysses et c'est publié aux éditions Nemos. J'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais lu à sa sortie il y a de ça pas mal d'années maintenant. J'avais beaucoup aimé l'univers qui était proposé, je trouve que c'est un univers de fantasy qui est vraiment très riche, avec une écriture qui est travaillée, pas mal de personnages qui sont super intéressants. Donc vraiment j'avais eu un avis très positif sur le tome 1. Et du coup le tome 2 est vraiment réussi aussi. Par contre dans ce récit là il n'y a ni guide des personnages ni résumé du tome 1 et ça m'a un petit peu manqué, surtout en ayant mis du laps de temps en fait entre les lectures des deux tomes. Pour vous faire un résumé de cette série, c'est pas facile. On est sur un univers de fantasy dans lequel il y a plusieurs pays différents et dans notre pays principal il y a pas mal de technologies qui sont liées à l'arcane. L'arcane c'est en gros une source de magie qui est très forte et qui peut provenir de plusieurs choses et qui a tendance par contre à frapper des gens. Ces gens-là, donc c'est ceux qu'on va appeler justement des vaisseaux d'arcane et ce sont des personnes qui deviennent donc des touchés. Ces personnes deviennent comme des sortes de coquilles, ils sont vraiment juste voilà, des vaisseaux, des porteurs, des... je sais pas comment dire, des valises d'arcane qui les transportent, mais par contre ils perdent complètement leur essence.
Dans le premier tome, on suivait Soph, qui est une infirmière, et son frère Solal, qui est lui un journaliste. Et Solal, justement, va se retrouver à être frappé par l'arcane. Et donc on va suivre ensuite toute leur histoire. C'est une histoire avec des très forts complots politiques à l'intérieur. Il y a un peuple qui vit dans les abysses, qui sont donc des poissons-crânes, qui sont donc des sortes de poissons qui vivent dans des vaisseaux, qui sont très très intelligents et qui utilisent très très bien l'arcane. Et on va voir également voilà, tout ça qui se passe. C'est donc de la fantasy avec beaucoup d'intrigues politiques à l'intérieur. Et c'est très chouette. Et du coup c'est une série qui s'adresse vraiment à un public adulte, mais qui est dans le même univers étendu que les romans adolescents d'Adrien Thomas qui sont publiés chez Rajo. Donc à savoir Engrenage et Sortilège et Dragons et Mécanismes, qui sont 2 titres qu'on peut lire séparément. Et puis Adrien Thomas est en train de travailler sur un dernier roman qui se passera également dans cet univers et qui sera un petit peu la réunion de tout ça. Et du coup voilà, c'est ce qui m'a également motivée à sortir celui-ci de ma pile à lire. Il me reste encore Dragons et Mécanismes à lire. Et puis ensuite je pourrai donc lire le tout dernier quand il sortira. Ensuite on va passer au graphique et comme d'habitude je vous afficherai les couvertures. Tout d'abord j'ai lu le manga qui s'appelle Devenir enfin moi-même qui est sorti aux éditions Glénat. C'est un titre qui parle de transidentité, c'est un manga en one shot donc en un seul volume. Ça parle donc de la transidentité de la mangaka puisque c'est autobiographique. C'est donc une transidentité du point de vue japonais et elle va avoir une chirurgie de réassignation sexuelle en Thaïlande. Donc voilà, ça parle vraiment de cette expérience-là précise. En sachant en fait qu'au Japon, on nous explique que pour pouvoir changer officiellement son genre auprès de l'État, il faut avoir fait cette chirurgie de réassignation sexuelle, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Mais donc voilà, pour elle, ça fait vraiment partie de son parcours pour qu'elle puisse officiellement devenir une femme aux yeux de l'État japonais. Et donc on va nous parler de toute cette histoire-là. C'est un récit qui du coup est assez instructif. C'est un titre qui date de 2016 pour la version japonaise. Donc forcément, il y a certaines choses qui ont évolué, que ce soit en matière de termes, en matière de législation, etc. Et du coup l'éditeur a pris le soin de repréciser dans les notes de traduction, d'actualiser les données puisque c'est un domaine qui évolue vraiment rapidement. Du coup c'était un récit qui était plutôt intéressant. Par contre je dois quand même dire que c'est un récit qui pour ma part m'a un petit peu gênée dans un côté que j'ai trouvé un peu raciste. Donc la mangaka va subir cette chirurgie en Thaïlande parce que la Thaïlande est très réputée sur le plan de la transidentité et qu'ils ont des chirurgiens qui sont très calés là-dessus et qui font des choses qui sont très réussies. Mais pour autant ça n'empêche pas la japonaise qui n'est jamais sortie du Japon de critiquer la Thaïlande et de montrer qu'elle trouve que c'est un pays qui est un petit peu en retard alors même qu'elle vient en Thaïlande parce qu'elle sait qu'ils ont les meilleures opérations dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est un petit peu paradoxal, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu fait tiquer quand même à certains moments du récit. Ensuite, j'ai lu Les Chroniques d'Ona, le tome 1. C'est ici aussi une sortie récente, mais en bande dessinée. On est ici sur une bande dessinée qui est de la fantasy, dans lequel on a un univers qui semble quand même assez riche, avec plusieurs magies différentes. Et donc notre personnage principal qui s'appelle Ona, il me semble, je crois que c'est elle Ona, que c'est pas son univers, mais j'ai un petit doute. Elle a donc un bâton magique sur lequel elle peut mettre des pierres qu'elle garde avec elle, et chacune des pierres a une énergie, un pouvoir différent, et ces pierres viennent de son village natal. Sauf que le monde est en train de devenir très très négatif et même si notre personnage principal peut reverdir le monde, refaire pousser des choses, ça devient de plus en plus compliqué. Ça va donc l'entraîner dans toute une quête. C'est une quête qui est donc assez portée sur l'écologie mais également sur la magie, sur les pouvoirs, sur la transmission, etc. Et c'était un récit que j'ai plutôt bien apprécié. Les dessins sont très ronds avec des couleurs aquarelles assez douces. Et donc c'est un tome 1 mais en soi ça propose quand même déjà une histoire assez complète. Clairement c'est fait pour qu'on ait envie de lire la suite, il y a un petit appel pour la suite mais voilà, il y a quand même une intrigue qui se termine avec ce tome 1. Ensuite j'ai également lu le tome 5 de L'Or Olympus par Rachel Smith. C'est donc un webtoon qui est publié ensuite en version papier chez Hugo. Pour ma part je les emprunte en médiathèque, ils sont disponibles dans plein de médiathèques parce que ça a été un très gros succès. Et le tome 6 sort tout bientôt, dans les prochains jours, dans le courant du mois de mai. C'est une réécriture moderne du mythe d'Hadès et Perséphone, dans lequel ils vivent dans notre monde, mais il y a également les enfers, etc. Sauf que voilà, tout ça a donc été remis au jour actuel, donc ils sortent en discothèque, ils ont des téléphones portables, des ordinateurs, des réseaux sociaux, etc. Et on suit donc toute l'histoire de plein de divinités. Et on a la petite Perséphone qui arrive et qui décide de se faire une nouvelle identité. Et en parallèle Hadès, le dieu des enfers, et on va voir du coup leur rapprochement.
Dans ce tome 5, ils se rapprochent enfin un peu plus, ils se déclarent un peu plus leurs sentiments, même si bon, c'était assez évident depuis le début. Hein. C'est un tome que j'ai vraiment bien apprécié, mais par contre c'est vrai que la suite part sur quelque chose d'autre, peut-être un petit peu plus sombre, et du coup on voit que ça ralentit encore une fois la progression de leur relation, mais ça amène également de nouvelles choses. J'aime beaucoup toutes les relations qui sont faites entre les différents dieux, pas seulement Hadès et Perséphone, mais toutes les autres relations qui sont creusées autour. Et puis j'aime toujours énormément le style graphique de cette série, donc je vais la continuer avec plaisir. Ensuite, j'ai lu une adaptation d'un récit de Jean-Laurent Del Socorro que j'avais beaucoup apprécié, à savoir Une pour toutes, qui a donc été adaptée par Dominique Monferry. Et c'est publié aux éditions Rue de Sèvres. C'est donc adapté en format one-shot, en roman graphique, et c'est un roman graphique qui fait à peu près 120 pages. Une pour toutes, c'est une histoire dans laquelle Jean-Laurent Del Socorro nous parle de l'histoire vraie de Julie Maupin. Julie Maupin, c'est une femme qui grandit à la cour royale, je crois que c'est à la cour de Louis XIV, mais j'ai un petit doute sur l'époque exacte, peut-être que c'est plutôt Louis XV, je sais plus exactement. Enfin voilà, en tout cas elle grandit à la cour à Versailles, c'est la fille d'un intendant ou quelque chose comme ça, et du coup elle peut bénéficier de toute l'éducation de la cour de Versailles et également des cours d'escrime, ce qui est assez mal vu parce que c'est une femme, mais elle s'en fout un peu. Elle apprend donc à monter à cheval, à faire de l'escrime, et puis elle apprend également les bons mots, etc. Et c'est une femme qui est très décidée à vivre sa vie comme elle l'entend, à avoir une vie qui est assez libre, même si les conventions de l'époque ne prônent pas ça du tout. Et donc on va suivre toute son histoire. La petite particularité de Une pour toutes, c'est qu'il y a un deuxième personnage principal qui n'est autre que Méphisto, donc le diable en personne, qui essaye de conclure un pacte avec Julie Maupin parce que c'est un personnage très enlevé et qui l'intéresse et qui l'intrigue beaucoup, mais Julie voilà, refuse toujours, mais du coup voilà, il l'accompagne un peu, c'est une sorte de compagnon de route, on ne sait pas très bien si c'est une pensée qu'elle a ou s'il est vraiment avec elle. Dans ce récit on suit donc l'histoire de Julie Maupin au fil des années et elle va avoir une vie vraiment très très riche avec plein d'étapes différentes. Elle est donc une très très bonne escrimeuse, elle va ensuite devenir une sorte d'artiste de rue, se produire dans des tavernes etc. avec un de ses compagnons d'époque. Ensuite elle va devenir cantatrice et devenir chanteuse à l'opéra. Elle va également devenir hors-la-loi, elle va enlever une jeune femme dont elle était prise et aller l'enlever dans un couvent. Enfin voilà, elle a une vie vraiment très très passionnante avec plein de rebondissements à l'intérieur et vraiment une vie qui détonne par rapport à son époque. C'est un récit que j'avais beaucoup apprécié en roman et je trouve que l'adaptation graphique est très chouette. J'aime beaucoup le travail qui a été fait pour garder les mots et la poésie qu'il y a dans le texte de Jean-Laurent Del Socorro, puisque Julie Maupin c'est également quelqu'un qui a vraiment les bons mots, qui s'exprime très bien, qui a des joutes verbales aussi bien que des joutes d'escrime, et c'est vraiment retranscrit à merveille. J'aime beaucoup la manière dont sont traitées toutes les couleurs, etc. La seule chose que j'ai moins appréciée, c'est le traitement des visages des personnages, particulièrement des personnages masculins d'ailleurs, que je trouve souvent un peu caricaturaux et qui du coup m'ont un petit peu moins plu. Mais sinon c'est quand même une très chouette adaptation que je vous recommande, et puis je vous recommande bien sûr la découverte du roman si vous n'avez toujours pas lu, c'est à l'école des loisirs. Et du coup pour terminer du côté des récits graphiques, je vais vous parler de L'escalier des souvenirs. C'est un très court récit qui est sorti aux éditions Kinaï, qui fait à peu près une soixantaine de pages, et c'est un récit qui est assez compliqué à vous résumer parce que c'est assez compliqué au départ de savoir où veut en venir l'autrice. On est en fait sur le récit de l'autrice qui va découvrir dans son jardin au fond de chez elle un immense escalier qui va apparaître et également un chat. Elle va commencer à gravir cet escalier, le chat va se métamorphoser en sorte de compagnon mi-humain, mi-animal, et on va comprendre que c'est un escalier qui lui permet de revivre ses souvenirs, et ça va lui permettre de s'interroger sur ses souvenirs d'enfance, et notamment de les revoir avec une vue d'adulte, parce qu'elle trouve qu'il y a des choses quand même qui étaient assez particulières dans ses souvenirs d'enfance, et des choses qui n'étaient pas forcément normales. Et donc voilà, du coup ça va interroger sur tout ça. C'est un titre qui parle donc de maltraitance infantile et il y a tout un cahier pédagogique à la fin qui parle des différentes formes de violence et de maltraitance, donc des maltraitances physiques, psychiques, sexuelles, etc. Et c'est un récit du coup voilà, qui est assez particulier parce que c'est très court, qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus suggérées que clairement dites ou dessinées. Mais c'était assez intéressant et ça parle vraiment de trouver la force d'avancer et de continuer sa vie. Pas forcément de résilience, mais juste de trouver la force d'avancer et en même temps d'avoir le recul pour revoir tous ces événements-là d'enfance avec un regard adulte et être capable de se dire que ça ne va pas. Donc voilà, c'est un récit que j'ai trouvé assez intéressant, mais assez particulier également.
Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains des titres que je vous ai présentés parce que j'ai quand même fait pas mal de chouettes découvertes. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!